Il est 22 h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée au sommaire de l'actualité. Examen de l'OTI sur l'ensemble du territoire où plus de 13 063 élèves ont composé ce matin. Également dans l'actualité, la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran a été lancée par le ministre de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Bari. Et dans l'actualité internationale, le sommet devrait bien avoir lieu le 12 juin selon le président américain Donald Trump. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, quelques 13 063 élèves de 5e année ont composé aujourd'hui l'évaluation certificative de fin de cycle 2, plus communément appelée OTI 5e année, dans quelques 69 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette évaluation certificative est placée cette année sous le signe de l'inclusion, puisque des élèves à besoins spéciaux composent pour la première fois les épreuves de l'OTI 5e année. C'est une grande nouveauté puisqu'une dizaine d'élèves malvoyants ont composé les épreuves dans les mêmes sujets grâce à la transcription par des enseignants en braille des sujets d'examen. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmad, a effectué son habituelle tournée d'inspection et de supervision dans plusieurs centres d'examen de la capitale. Le ministre était accompagné dans ce déplacement de ses proches collaborateurs et des différents cadres et responsables de son département. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement dans l'école inclusive, appelée encore école pour les enfants à besoins spéciaux, l'école annexe 2, l'école du quartier 7 bis et enfin l'école de Hayablé. À chacune des étapes de sa visite, le ministre s'est longuement entretenu avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Il a pris acte de l'organisation matérielle parfaitement huilée et la présence effective de l'ensemble des personnels déployés dans les centres d'examen conformément au plan d'organisation de l'examen. Les constats qu'il a faits dans les différents centres d'examen ont donné entière satisfaction au ministre qui s'est dit donc heureux de la qualité des préparatifs et l'organisation des épreuves à maintes reprises. Donc cette épreuve a été reportée pour les inondations. Écoutons à présent le directeur général de l'enseignement, M. Abdeldelé, pour plus amples explications. Aujourd'hui, l'OTI se déroule dans des écoles, dans des établissements scolaires propres, et nous pouvons voir aujourd'hui, lors de la tournée du ministre, que les élèves se trouvent dans un cadre de travail extrêmement agréable grâce à la volonté du ministre de l'Éducation nationale qui prône toujours que les enfants djiboutiens doivent travailler dans un cadre agréable. Donc après la visite du ministre, le ministre a passé aujourd'hui 4 écoles, l'école de EABS, l'école de la République, l'école Quartier 7 bis et l'école de Hayablé. Il a pu constater le bon déroulement des épreuves et il a également observé, il a même également pris connaissance de la présence de tous les élèves, de la présence de tous les enseignants et du personnel d'encadrement. Ce qui est nouveau cette année dans l'OTI 2018, c'est surtout les élèves malvoyants. Les élèves malvoyants, pour la première fois de leur histoire et dans l'histoire de notre pays, passent l'OTI 5e année. Ces élèves, les sujets sont transcrits en braille par des enseignants. Alors, ces élèves composent les mêmes sujets que les autres élèves et en braille, et la correction sera faite également. Donc c'est la première fois que des enfants malvoyants passent un examen pour pouvoir passer en classe de 6e après avoir subi les épreuves de l'OTI comme les autres élèves. Ça c'est une nouvelle et ça montre la politique du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, pour pouvoir donner la chance à tous les élèves, à tous les Djiboutiens, pour que tous les Djiboutiens puissent se reconnaître dans la réussite de notre système éducatif. Lancement ce matin de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Grand Prix du chef de l'État.
Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, y compris la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les Comores, Tanzanie et le Comore donc prennent part à ce concours de mémorisation du Saint-Coran. Il a été lancé donc par le ministre en personne. La cérémonie de lancement de cette compétition a lieu en présence notamment du directeur des affaires islamiques Al-Saleh Ahmed Abdallah ainsi les membres du comité du jury. Le premier jour de la compétition, les participants vont concourir donc la mémorisation du Saint-Coran, 30 chapitres, des voix extraordinaires et une parfaite psalmodie. C'est ce que les jeunes donc représentants de ces nations ont proposé aux membres du jury durant leur passage de sélection. Les candidats de différents pays vont concourir sur 3 niveaux de mémorisation, à savoir 10 chapitres, 20 chapitres ou l'intégralité du Saint-Coran, donc veut dire 30 chapitres qui composent le Coran. Il faut rappeler que le concours qui en sa 18e édition a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus des participants parmi les jeunes des pays de l'Afrique de l'Est. Ce concours initié en 1999 par le chef de l'État Ismaël Marguelé a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour des nobles valeurs prêchées par le livre sacré de l'islam. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf s'est exprimé à cette occasion. Il a souhaité donc la bienvenue à tous les participants à la cérémonie du lancement de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Moumin Hassan Barri donc a exprimé sa satisfaction donc de rencontrer la constellation des mémorisateurs du Coran issus des différents pays de la région, à savoir la Somalie, le Soudan, le Yémen, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et les Comores. Il a également présenté ses vifs remerciements et sa gratitude au chef de l'État qui a lancé la même année où il est arrivé au pouvoir en 1999 ce concours organisé par le ministère des Affaires musulmanes chaque année au cours du mois béni du Ramadan. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf donc s'est rendu en Arabie Saoudite où il s'est entretenu avec son homologue saoudien. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ali. Parlez-nous donc de cette rencontre du ministre avec son homologue saoudien. Eh bien Ali, en pleine préparation, donc en cette période de préparation du grand pèlerinage à la mosquée sainte, donc à la Mecque, et dans le but de s'assurer des bonnes conditions d'accueil de séjour de nos pèlerins, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, est en visite en Arabie Saoudite où il s'est entretenu avec son homologue en charge du Hajj et de la Umrah. Cette rencontre s'est déroulée au siège du ministère du Hajj. Au cours de cette réunion, le ministre a tenu à remercier son homologue pour la bonne organisation du Hajj et de la qualité des prestations des services offerts aux pèlerins par divers établissements spécialisés dans le domaine du pèlerinage. Il a souligné aussi l'optimisation permanente et l'amélioration des prestations des services au profit des pèlerins, notamment donc des services introduits grâce à l'application du système électronique. De ce fait, toutes les procédures de validation des contrats d'hébergement, de transport, de restauration, ainsi que le paiement des garanties bancaires et l'enregistrement des pèlerins pour la délivrance des visas se font désormais par voie électronique. Et concernant le nombre de pèlerins djiboutiens, Ali, qui est fixé à 1100 pèlerins depuis des années, donc le ministre Moumin Hassan Barre a rappelé brièvement les clauses de l'accord signé entre les deux parties en matière de Hajj. Il a notamment sollicité la revue à la hausse de l'augmentation du nombre de pèlerins djiboutiens en vue de répondre donc à la demande accrue de nos concitoyens postulant pour le Hajj. Donc cette question et toute son attention donc ont été donc formulées au ministre du Hajj qui a répondu favorablement donc à cette question posée par notre ministre. Au terme de cette rencontre, le ministre a renouvelé ses remerciements au ministre saoudien du Hajj, notamment pour son accueil chaleureux qui lui a été réservé. Merci Fardous Hussein, et nous restons toujours en Arabie Saoudite où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Mamakrama,
a été donc reçu par le roi Salman Ben Abdelaziz dans son bureau au palais As-Salam à Jeddah. L'ambassadeur de Djibouti et doyen du corps diplomatique en Arabie Saoudite a présenté au roi Salman à l'occasion du mois béni du Ramadan les meilleurs vœux en son propre nom et au nom de tous les corps diplomatiques accrédités au royaume d'Arabie Saoudite. Et de sa part, le roi Salman a demandé de transmettre ses salutations et ce vœu aux souverains et chefs d'État ainsi que les ambassadeurs accrédités auprès du royaume d'Arabie Saoudite et leurs familles, implorant le bon Dieu, donc le Tout-Puissant, de faire revenir ce mois sacré avec le bien, la paix, la sécurité et la prospérité aux nations islamiques ainsi que le monde entier. Fin de citation. En bref, et on image également les 53e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se sont déroulées à Busan, ville portuaire intelligente et en Corée du Sud du 21 au 25 mai dernier. Les assemblées annuelles du groupe de la BAD couplées avec le Forum Corée, 8e édition du COAFEC, ont été placées sous la présidence du vice-premier ministre nord-coréen, et ministre de la stratégie et de l'industrie avec comme pour thème centrale, accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Cette plateforme de coopération entre l'Afrique et la Corée a été dotée d'un surplus de financement de 5 milliards US qui sera consacré au projet dans divers domaines afin de renforcer la coopération économique entre le continent le plus prometteur et le pays de l'Asie qui a rattrapé son retard en 50 ans, passant du niveau du pays pauvre à un pays qui connaît la 4e révolution industrielle. Le groupe de la BAD ainsi que les membres ont souligné l'intérêt stratégique suprême que l'Afrique peut tirer de l'exemple du miracle sud-coréen. Retour à Djibouti où monsieur Ali Mohamed Ali, président des associations des handicapés, a prêté serment ce matin. Il devient membre de la commission nationale. Il est nommé par décret présidentiel en charge des droits des handicapés. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, M. Suleiman Eudine. Social à présent, ou dans le cadre des initiatives de l'assistance sociale en ces mois bénis du Ramadan, l'établissement Abou Ahmad a procédé ce matin la distribution d'aides alimentaires et financières à plus de 530 familles pauvres des deux localités Omar Djaga et Guedgharwini de la région d'Arta. La cérémonie de distribution a donc eu lieu sous la supervision du préfet de la région Abdillahi Dalal Ouki, en présence notamment du propriétaire de l'établissement Abou Ahmad, Abdurrahman Ahmed Taha, et de quelques dignitaires et des représentants des familles bénéficiant de ce noble geste. Des familles bénéficiaires ont reçu des sacs de riz, des sucres et des farines ainsi que des dattes, des tomates et du savon ainsi que de l'argent destiné pour acheter les habits de la fin du mois béni du Ramadan, en l'occurrence l'Aïd al-Fitr. Ces gestes viennent pour soulager les souffrances des familles pauvres qui ont besoin d'une telle aide alimentaire et financière pour le mois sacré du Ramadan. Pour sa part, le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Dalal Ouki, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à l'établissement Abou Ahmad pour cette initiative généreuse qui a lieu le 10e jour du mois de Ramadan. M. Abdillahi Dalal Ouki a souligné dans une interview à la télévision nationale qu'un tel geste permettra aux familles démunies à passer le mois béni dans les meilleures conditions et être à l'abri de tout besoin. Et notre magazine de ce soir, il s'agit de cette rubrique santé et Ramadan. Nous allons évoquer aujourd'hui les maladies rénales en période de jeûne du mois béni du Ramadan. Reportage. Dire que l'islam a mis en place des règles bien claires à travers les sourates de Saint-Coran, telles que des dérogations en ce qui concerne le jeûne du Ramadan qui permet à cette catégorie de malades de s'abstenir de jeûner. Tout dépend de l'état de santé de chacun, ainsi donc que certains malades souffrant des maladies rénales
ou des diabètes traités à l'insuline et qui ne sont pas équilibrés. Ainsi, les malades souffrant d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, mais aussi des personnes souffrant des problèmes d'insuffisance rénale sont exemptés de la pratique du jeûne du mois sacré de Ramadan. Nous nous intéressons de plus près aux maladies rénales et sachant que le rein est un organe de filtration et d'élimination des déchets. Les reins sont des organes très importants de l'organisme de l'être humain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rein qui fonctionne, l'état de la personne est grave et même la vie n'est pas possible. Donc c'est pour cela que la population de façon générale doit avoir une information au moins générale sur la fonction des reins pour qu'ils eux-mêmes ils se prennent en charge en ce qui concerne la prévention des maladies qui atteignent les reins. Alors ce que je voulais rappeler, que les reins, leurs fonctions sont diverses. La première fonction des reins, c'est épurer notre sang des déchets que notre organisme produit tous les jours et par heure. Deuxième fonction, c'est que le rein, il régule notre eau, parce que Dieu a limité l'eau qui se trouve dans notre corps, donc les reins jouent un rôle pour nous faire évacuer l'eau qu'on n'a pas besoin et nous garder l'eau qu'on a besoin. Donc il joue aussi un rôle de régulation de l'eau. Il joue aussi, le deux reins joue un rôle de régulation des électrolytes. Les électrolytes, ce sont des ions comme le sodium, le potassium, le calcium, que Dieu a fixé dans notre corps la valeur qu'ils doivent être pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, la question majeure que nous allons évoquer dans ces magazines et chacun d'entre nous se pose est la suivante. Le mois de Ramadan et le jeûne qu'il impose peut-il avoir réellement des conséquences palpables et concrètes sur l'état de santé des patients atteints de maladies rénales ou autres? Il y a des gens qui ont des problèmes des reins, il y a des gens qui ont des problèmes de tension, il y a des gens qui ont des problèmes de diabète. Je ne cite que ça parce que c'est les trois qui sont les plus fréquents. Alors ces gens-là, normalement, si on prend les gens qui ont des lithiases ou bien des calculs sur le rein, normalement ces gens-là, ils doivent boire beaucoup d'eau par rapport à quelqu'un qui est normal. Donc ces gens-là, normalement, ils doivent consulter les médecins pour qu'on donne les conseils adaptés, parce que c'est un conseil qui est cas par cas. Ça dépend de la taille du rein, ça dépend du calcul, est-ce qu'ils sont situés dans les deux reins, est-ce qu'ils sont beaucoup, c'est-à-dire les gens, c'est pas la même chose. Donc les conseils qu'on donne, il est adapté cas par cas. Mais de façon générale, les gens qui ont des problèmes de calcul sur les reins, ils doivent boire beaucoup d'eau, minimum 4 litres par jour, et donc ils sont normalement, quand il y a un problème des reins, les reins ne fonctionnent pas bien, on les déconseille qu'ils jeûnent. Donc là, ils doivent consulter. Maintenant, si on revient aux gens qui ont des diabètes, normalement, quelqu'un qui a du diabète, avant le Ramadan, il doit faire des analyses. Ces analyses vont lui indiquer que son diabète est équilibré ou pas. Si le diabète n'est pas équilibré, il y a un risque de décompensation quand il va faire le Ramadan. Donc, normalement, on doit équilibrer les diabètes. Et le diabète n'est pas équilibré avec les dextro qu'on prend au doigt, les analyses qu'on fait au doigt. Ça, c'est fait à une analyse qu'on fait tous les 3 mois, qu'on appelle hémoglobine glyquée, qui permet aux gens d'être sûrs qu'ils sont bien équilibrés et qu'ils ne courent pas de risque pendant les Ramadans. De façon générale, ils doivent prendre les médicaments habituels lorsqu'ils rendent les Ramadans, c'est-à-dire Maghrib et les Suhour, de façon. S'ils prennent 3 fois, là, ça dépendra, la décision revient au médecin traitant. Maintenant, les gens qui ont des problèmes de tension, c'est la même chose aussi. La tension doit être équilibrée. Le médicament aussi dépend aussi, s'ils prennent 2 fois par jour, ils prennent lorsqu'ils rendent et les suhour. Donc là aussi, ça ne pose pas de problème, mais il faut que la tension soit équilibrée aussi. Il faut savoir que certaines maladies rénales n'empêchent pas dans l'absolu de pratiquer le jeûne du mois sacré du Ramadan. Il y a donc lieu de ne pas généraliser des procédés au cas par cas. Tout doit reposer sur la décision du médecin traitant et des conseils qu'il donnera à son patient, sachant pertinemment que le praticien cherchera toujours à faciliter son malade la pratique du jeûne tout en procédant à un suivi rapproché pour éviter toute
Voilà, donc c'est un sujet signé Hussein Aouled. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé vendredi dernier une cérémonie de lancement de la 11e édition du tournoi de la Coupe de Djibouti de tennis de table. Ce tournoi de la Coupe de Djibouti a vu la participation de 30 jeunes joueurs qui sont répartis en 8 groupes, dont les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés en quart de finale. La cérémonie d'ouverture de cette 11e édition du tournoi de la Coupe de Djibouti de tennis de table a été présidée par le président de la Fédération de tennis de table, Mohamed Omar, et a vu la participation de tous les responsables de cette fédération, rappelant que la Coupe de Djibouti de tennis de table est très importante pour la fédération et ainsi que les jeunes qui participent à cette discipline. Ont participé à ce tournoi plus de 30 participants qui vont s'affronter durant 3 jours. Donc la fédération a toujours les habitudes d'organiser ces genres de tournois. Donc nous remercions le secrétariat d'État, nous remercions le directeur du stade, nous remercions les établissements Frataxi, nous remercions la RTD et tous les participants, nous les félicitons et nous leur disons bon courage pour les gagnants. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Asma Oubaker sur ce plateau. Bonsoir Asma. Et nous entamons avec la Corée du Nord où le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura finalement lieu le 12 juin prochain. Effectivement, le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui que son sommet avec le dirigeant nord-coréen devrait bien avoir lieu le 12 juin à Singapour, et ce 2 jours après l'avoir annulé. Ce revirement intervient au lendemain d'un tête-à-tête organisé en surprise entre les dirigeants des deux Corées. Selon Séoul, Pyongyang veut toujours dénucléariser la péninsule. Les deux Corées ont réussi à aller leur coup avec leur tête-à-tête interrompu. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont remis la diplomatie sur les rails et le sommet avec Donald Trump à Singapour semble être de nouveau à l'heure du jour. C'est le dernier rebondissement en date sur la péninsule coréenne. Et nous enchaînons avec cette crise monétaire en Turquie. Le président turc appelle donc le président fait un appel pour sortir du dollar et de l'euro. Effectivement, sortez les dollars et les euros de sous votre oreiller et allez les changer en livres turcs. C'est le message à ses concitoyens du président Recep Tayyip Erdogan devant la crise grandissante de la monnaie nationale en Turquie. La livre turque s'est fortement dépréciée ces derniers mois, perdant plus de 16% de sa valeur, sur fond d'inquiétude des marchés face à l'interventionnisme du président Erdogan, qui a déclaré hier, je cite, « Nous sommes au courant du jeu qui est joué contre nous et nous nous battons avec les outils dont nous disposons. Être citoyen turc signifie aujourd'hui que vous devez d'abord protéger votre monnaie. C'est la demande que je formule à mon peuple. Ne croyez pas les rumeurs et protégez votre devise nationale. » Fin de citation. Le chef de l'État, donc le chef d'État turc, qui espère ainsi, s'il est largement entendu, donner un coup de fouet à la livre turque, qui a bénéficié en fin de semaine d'un relèvement inattendu des taux d'intérêt de la Banque centrale. Et nous terminons avec l'Italie, où toujours l'impasse sur le nouveau gouvernement. L'impasse politique restée totale aujourd'hui en Italie, eh bien, où le chef du gouvernement désigné ne parvient toujours pas à imposer son équipe près de 3 mois après les élections, faute d'accord sur le nom du ministre des Finances. Les populistes italiens d'un côté et le président Sergio Mattarella de l'autre restent arc-boutés sur leur position, et rien n'indique qu'une solution pourra être trouvée d'ici la réouverture des marchés lundi matin. Déjà, elle est peu convaincue de l'autorité de M. Conte face aux poids lourds politiques qui composeront son équipe. M. Mattarella, garant du respect des traités internationaux, tient aussi à ce que l'Italie respecte ses engagements européens. Merci Asma pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.